Il la traita de sorcière en public. Mais la suite ébranla le royaume tout entier. Personne ne s'attendait à ce que les esprits punissent un prince, et la vérité sur l'humble orpheline allait tout changer à jamais. Vous n'imaginerez pas la fin de cette histoire. Zénalie naquit une nuit où le ciel rugissait plus fort que les tambours et où les éclairs illuminaient le village d'Alaku comme des flammes. Cette nuit-là, sa mère mourut en couche, et personne ne savait qui était son père. Les sages-femmes chuchotèrent. Les anciens froncèrent les sourcils. Et les habitants d'Alaku commencèrent à croire que sa naissance était un mauvais présage. Ils disaient que la tempête était venue pour une raison. Ils disaient que le bébé l'avait apporté. Zénalie fut recueillie par Machira, une vieille femme qui vendait des étoffes colorées au bord du marché. Machira l'éleva avec le peu qu'elle avait, du manioc bouilli, des robes rapiécées et des mains douces qui lui peignaient les cheveux chaque matin. Elle apprit à Zénalie à parler doucement, à marcher humblement et à ne jamais répondre à l'insulte par l'insulte. Mais lorsque Machira mourut de fièvre, Zénalie se retrouva seule à seulement 15 ans. Elle vivait dans une petite hutte en terre battue près de la sortie du village. Sans mari, sans famille, sans aide. Chaque matin, elle allait chercher de l'eau avant le lever du soleil et proposait de porter des paniers aux anciens en échange de boudignam ou de vieux vêtements à raccommoder. Elle recousait des sandales cassées avec du fil usé et balayait le sol du temple en silence. Elle ne se plaignait jamais, ne mendiait jamais. Sa voix était douce, mais sa présence était forte. Pourtant, les villageois ne la virent jamais vraiment. Certains la trouvaient étrange, d'autres chuchotaient dans son dos. Lorsque leurs chèvres disparaissaient ou que leur récolte était mauvaise, ils blâmaient la fille née pendant la tempête. « Elle marche seule », disait-il. « Elle ne rit jamais », ajoutait-il. « Ce n'est pas normal. » On conseillait aux enfants de ne pas jouer près d'elle. Les jeunes hommes évitaient son ombre, même lorsqu'elle aidait un enfant en pleurs ou soignait un voisin malade. Il hochait poliment la tête, mais ne lui faisait jamais confiance. Pourtant, Zénalie ne changea jamais. Elle offrit sa dernière pièce à un voyageur boiteux. Elle donna sa seule couverture à un vieil homme grelottant devant le sanctuaire. Sa gentillesse était discrète, jamais forcée, jamais annoncée. Elle regardait le monde la blesser, mais elle ne le blessait jamais en retour. Ses yeux, grands et bruns comme du miel brûlé, contenaient des histoires qu'elle ne racontait jamais. Le soir, elle s'asseyait souvent près du puits du village, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Les oiseaux s'approchaient d'elle et se posaient parfois même sur son épaule. C'était comme si la nature elle-même reconnaissait son cœur, mais pas les habitants d'Alaku. Un jour de marché, alors qu'elle réparait une sandale déchirée pour un petit garçon, elle entendit quelqu'un dire « Celle-là est maudite. Ne la regarde pas dans les yeux. » Elle ne se retourna pas. Elle ne broncha pas. Elle fit le dernier nœud de la sandale, sourit à l'enfant et s'éloigna. Zénalie s'était habituée à être invisible, incomprise et craintive. Mais ce que personne à Alaku ne savait, c'est que son silence avait été observé par quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose d'ancien, de puissant. Et très bientôt, le monde qui se moquait d'elle allait être témoin d'une vérité à laquelle il n'était pas préparé. Car parfois, quand le monde vous qualifie de malédiction, les esprits vous considèrent comme un élu. Le prince Kalabo était revenu à Alaku après de nombreuses années passées dans la capitale. Il entra au village sur un cheval doré, vêtu de soie, la tête haute et les yeux emplis de fierté. Les habitants s'étaient rassemblés, enthousiastes, acclamant comme si le soleil lui-même avait pénétré leur village. Kalabo était devenu un homme grand et beau mais au cœur de pierre. Il avait goûté au pouvoir, à la richesse et aux louanges, et méprisait désormais quiconque ne brillait pas comme l'or. Ce matin-là, le marché était bondé. Les femmes vendaient des épices et des fruits. Les enfants riaient, les chèvres bêlaient, et l'odeur des cacahuètes grillées emplissait l'air. Zénalie était là, assise tranquillement près de sa natte, cousant une enveloppe déchirée pour une femme qui n'avait pas les moyens d'en acheter une neuve. Elle portait une robe marron délavée, les cheveux attachés en arrière, le regard fixé sur son aiguille. Elle ne leva jamais les yeux, ne s'attendant jamais à attirer l'attention. Le prince Kalabo passa devant les étals, saluant de la tête ceux qui le félicitaient, adressant un sourire narquois aux pauvres. Son regard se posa sur Zénalie. Il arrêta son cheval et ricana. « Qui a bien pu laisser cette chose s'asseoir ici ?» dit-il d'une voix forte, s'assurant que tout le monde puisse l'entendre. Les gens se retournèrent, perplexes. Zénalie leva les yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. Cette fille, il le désigna du doigt. L'enfant de l'orage, la maudite. Pourquoi marche-t-elle encore parmi nous? La foule se tut.
Calabo rit et mit pied à terre. J'ai entendu des histoires dans la capitale. Né sous la foudre. Ni mère, ni père. La malchance la poursuit. Regardez comme elle cache ses yeux comme une sorcière. C'est peut-être pour ça que la pluie n'est pas tombée. Peut-être qu'elle jette des sorts sur nos récoltes. Les gens commencèrent à chuchoter. Zénalie se leva lentement, les mains tremblantes, mais le visage calme. Calabo s'approcha. Dis quelque chose, sorcière. Où ta langue a-t-elle été volée par des esprits? Il agita la main devant son visage. Ou peut-être que tu attends de me maudire aussi. Quelqu'un rit dans la foule. Une femme haleta. Un garçon se cacha derrière sa mère. Mais Zénalie ne dit rien. Elle le regarda dans les yeux, calme, imperturbable. Calabo n'apprécia pas cela. Son silence était trop pesant. Il attrapa sa natte tissée et la jeta de côté. L'aiguille à coudre lui échappa des mains. Son petit sac de fil s'éparpilla sur le sol. « Retourne dans la grotte d'où tu viens », aboya-t-il. « Alacu n'a pas sa place pour les sorcières. » Zénalie s'agenouilla pour ramasser ses affaires. Ses doigts bougeaient lentement, prudemment, comme si elle ne sentait pas les centaines d'yeux qui la regardaient ni les rires qui suivirent. Un ancien tenta de s'avancer, mais Calabo leva la main. « Elle devrait être reconnaissante que je ne l'ai pas bannie. » Zénalie se releva, sa natte repliée dans ses bras. Elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle s'éloigna silencieusement, comme toujours, son ombre loin derrière elle dans le soleil matinal. Ce que Calabo ne vit pas, c'est la façon dont le vent tournoyait autour d'elle. Ce qu'il n'entendit pas, c'est le bruissement soudain dans les arbres. Car lorsqu'il se moquait de la jeune fille, les esprits veillaient. Il se moquait de quelque chose de bien plus grand, et ils entendaient tout. Peu de temps après la cruelle colère du prince Calabo au marché, quelque chose commença à changer dans le village. Au début, cela parut insignifiant. Les chiens aboyaient et grognaient à chaque passage de Calabo. Son cheval, autrefois obéissant, ruait et refusait d'être monté. Les poules se dispersaient tandis qu'il traversait le palais. La nuit, d'étranges hurlements provenaient des bois derrière sa chambre. Il ricana d'abord, accusant les serviteurs ou les animaux sauvages, mais les signes ne firent que s'amplifier. Puis les oiseaux commencèrent à parler. Un matin, alors que Calabo se tenait près du balcon du palais, un perroquet noir se percha sur le toit et poussa un cri strident. « Sorcière! Sorcière! Retourne dans ta grotte !» Les mêmes mots cruels que Calabo avait lancés à Zénalie quelques jours auparavant. L'oiseau battit des ailes et répéta l'insulte, se moquant de son ton. Calabo resta stupéfait. Il lui lança une pierre, mais l'oiseau s'envola, répétant encore sa voix dans le vent. Et ce n'était pas tout. Chaque jour, des oiseaux différents se rassemblaient près du palais et imitaient les mêmes mots. Enfant de la tempête. Malheur. Sorcière. Ils parlaient comme des humains. Mais pire encore, ils parlaient comme Calabo. Les serviteurs s'inquiétaient. Les anciens murmuraient que les pierres parlantes s'étaient réveillées. Il y a bien longtemps, au cœur de la forêt, se dressait un amas de pierres gris foncées aux formes étranges. Les anciens les appelaient les pierres parlantes. Ils croyaient que les rochers ne parlaient pas avec des bouches, mais avec des signes, et qu'ils ne s'éveillaient que lorsque l'injustice touchait la terre. Selon la légende, les rochers parlants pouvaient entendre la vérité cachée dans le cœur d'une personne et juger sa cruauté sans pitié. Personne n'avait visité les rochers depuis des années. Les gens les craignaient, mais leur pouvoir semblait désormais s'étendre à travers Alacu. Les arbres se courbaient différemment au passage de Calabo. Des ombres le suivaient au soleil. Sa nourriture commença à avoir un goût amer. Le prêtre du village proposa de procéder à une purification, mais Calabo rit et trouva cela absurde. Un après-midi, alors qu'il traversait à nouveau la place du marché, les oiseaux revinrent, cette fois en volée. Ils tournoyèrent au-dessus de lui, hurlant ses propres insultes. « Sorcière ! Malédiction ! Malheur !» Les villageois le fixèrent du regard. Calabo tenta de les chasser, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Le même perroquet que tout à l'heure se posa sur un étal de fruits et le regarda droit dans les yeux. « Les rochers ont entendu », dit-il d'une voix grave, humaine. Calabo se figea. Une femme s'évanouit. Un enfant pleura. Le marché se tut. Cette nuit-là, Calabo s'enferma dans sa chambre. Il ne parvenait pas à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage calme de Zénalie et entendait ses propres mots lui revenir, déformés par le vent. Les rochers parlants n'avaient pas été touchés,
Et pourtant il parlait à travers les animaux, l'air, à travers tout point et sa peau perdit son éclat. Sa voix s'affaiblit et ses yeux se troublèrent. Le palais fut plongé dans la confusion. Des guérisseurs royaux furent appelés de tous les coins du royaume. Ils apportèrent potions, herbes, chants et prières, mais rien n'y fit. L'état du roi empirait de jour en jour, et un parfum de peur flottait dans l'air. Calabaud arpentait la chambre de son père, sa fierté remplacée par l'inquiétude. Les anciens l'avertirent, ce n'est pas une maladie ordinaire. Certains serviteurs refusèrent d'entrer dans la pièce, murmurant que la maladie n'était pas physique, mais spirituelle. Ils croyaient à quelque chose de plus grave, d'invisible. Bientôt, des rumeurs se répandirent au-delà des murs du palais. Au village, de vieilles femmes secouèrent la tête et dirent « Les esprits sont en colère ». Les hommes du marché parlèrent à voix basse, le regard tourné vers les collines où se dressait le rocher parlant. « C'est un jugement, dirent-ils. Le prince a insulté l'enfant de la tempête, et maintenant les esprits ont répondu. » Les oiseaux qui autrefois se moquaient de Calabaud se perchaient désormais sur les murs du palais, silencieux et immobiles comme des observateurs. Les chiens refusaient de franchir la porte. Le vent portait des murmures la nuit, des voix douces que personne ne pouvait percevoir. Le palais, autrefois lumineux et animé, devint un lieu de silence et de terreur. L'état du roi Falamu choqua particulièrement le peuple. C'était un homme bon, connu pour son équité et sa sagesse. Pourquoi les esprits le frapperaient-ils? Mais les anciens comprirent. Lorsqu'un roi tolère l'injustice sous son toit, les esprits frappent d'abord la maison, disait l'ancienne Moana. Même le silence peut appeler le châtiment. La mère de Calabaud, la reine Marula, pleurait chaque nuit aux côtés de son mari. Ses mains serraient les siennes, mais ses doigts ne les serraient plus. Calabaud la regarda pleurer et ressentit quelque chose d'étrange en lui, la culpabilité. Pour la première fois, il se souvint du regard que Zénalie lui avait porté. Ni avec peur, ni avec haine, mais avec un profond silence, comme quelqu'un qui écoute le ciel. Désespéré, Calabaud supplia les guérisseurs de réessayer. Il promit même de l'or et des terres à quiconque guérirait le roi. Mais les guérisseurs reculèrent. « Ce n'est pas notre combat, dirent-ils. Vous devez demander pardon là où la blessure a été faite. » Calabaud ne comprit pas d'abord. Puis, l'aîné Moana dit doucement, « Trouvez celle que vous avez appelée sorcière. Alors seulement les rochers reposeront. Alors seulement les esprits entendront la paix. » L'orgueil de Calabaud le brûlait. L'idée de s'incliner devant Zénalie lui tordait la poitrine, mais la vue de son père s'éteignant comme une flamme mourante le poussa à dépasser son ego. Il se tenait devant le palais ce soir-là, regardant vers le village. Il ne savait pas où trouver Zénalie. Elle avait disparu après le marché, mais pas les esprits. Ils observaient, attendaient, écoutaient, et maintenant même le prince le sentait point, le jugement avait commencé, et le temps pressait. Tandis que les murmures envahissaient Guélacu et que la peur s'insinuait dans le palais, Zénalie avançait tranquillement dans le village, épargnée par la tempête qu'elle n'avait pas déclenchée. Après l'emportement cruel du prince Calabaud, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se cache de honte ou s'enfuit. Mais Zénalie ne disparut pas. Elle reprit simplement son quotidien comme si de rien n'était. Pas de mots de colère, pas de vengeance, juste un silence puissant et calme. Chaque matin, elle marchait pieds nus jusqu'au puits, saluant d'un léger hochement de tête ceux qui osaient la regarder. Certains villageois évitaient son regard, coupables d'avoir ri lorsque Calabaud s'était moqué d'elle. D'autres la fixaient avec étonnement, s'attendant à ce qu'elle crie ou pleure. Mais Zénalie ne fit ni l'un ni l'autre. Elle passait ses journées à aider ceux que personne ne remarquait. Les vieilles femmes au dos douloureux trouvaient leurs cruches d'eau déjà remplies par Zénalie. Elle réparait des paniers cassés sans qu'on le lui demande. Elle balayait les marches du temple, là où même les prêtres oubliaient de les nettoyer. Ses mains étaient toujours à l'œuvre, mais son cœur restait immobile, jamais amer, jamais bruyant. Les enfants affamés, trop timides pour mendier, trouvaient toujours des bananes chaudes et du manioc grillé près de sa hutte. Chiens et chats errants, autrefois chassés du village, dormaient paisiblement près de sa porte. Même les oiseaux sauvages semblaient se reposer sur son toit sans crainte. C'était comme si la terre entière autour d'elle ressentait la force tranquille qu'elle portait. Quand les commères murmuraient « Elle doit jeter des sorts », Zénalie souriait simplement et s'éloignait. Quand d'autres la blâmaient pour la maladie du roi, elle ne se défendait pas. Elle allumait simplement son petit feu et cuisinait de l'igname pour le bébé malade de la voisine. Son silence n'était pas de la faiblesse, mais de la grâce. Et bientôt,
Le village commença à s'en apercevoir. L'Enenia, qui croyait autrefois qu'elle portait malheur, trouva sa maison balayée et son bois de chauffage soigneusement empilé. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle, mais personne ne répondit. Seule Zénalie passa, le visage calme, les mains poussiéreuses. Même ceux qui la craignaient la regardaient maintenant avec admiration. « Il n'y a aucune colère dans ses yeux », murmura une femme. « Elle doit être protégée par quelque chose de plus grand que les malédictions. » Alors que la maladie du roi s'aggravait et que le palais tremblait de peur, la petite hutte de Zénalie demeurait un havre de paix. Ceux qui se moquaient d'elle passaient maintenant en secret pour déposer de la nourriture, des fleurs ou murmurer des excuses. Elle n'acceptait rien et ne rejetait rien. Son silence devint plus fort que toutes les voix des lacus. Bien que Calabaud l'ait humiliée publiquement, Zénalie ne chercha pas justice. Elle laissa les esprits décider. Elle avait confiance que la vérité se manifesterait d'elle-même. Et cette confiance silencieuse, si rare et si forte, commença à ébranler le cœur de ceux qui avaient autrefois douté d'elle. Zénalie n'était pas une sorcière. Elle n'était pas maudite. Elle était simplement bienveillante. Et dans un monde empli d'orgueil et de peur, son silence résonnait plus profondément que n'importe quel cri. Elle n'avait pas besoin de faire ses preuves. Ses actes en disaient long. Et peu à peu, le peuple des lacus commença à se demander: et si la fille qu'ils appelaient Stormborn était en réalité le calme dans la tempête? Une nuit, alors que l'obscurité s'installait sur Elacu, un coup de tonnerre soudain déchira le ciel. Mais il n'y avait ni pluie, ni vent, juste un grondement sourd qui figea tous les hommes, femmes et enfants sur place. Les animaux s'agitèrent nerveusement. Les chiens hurlèrent et les chèvres ruèrent dans leurs enclos en bois. Ce n'était pas une tempête. C'était autre chose. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui observait. Le lendemain matin, le ciel resta sec, mais l'air semblait épais, plus lourd. Les feuilles ne bougeaient pas, mais le sol semblait bourdonner. Ce n'était pas seulement le temps qui avait changé. Quelque chose de plus profond avait changé. Les gens chuchotaient sur le marché, jetant des coups d'œil par-dessus leurs épaules. Certains anciens s'arrêtèrent net et contemplèrent les collines à l'extérieur du village, où le cercle de pierre se dressait silencieux et intact depuis des générations. L'Enegio, le doyen des lacus, appela à un rassemblement. Sa voix tremblait, mais ses paroles percèrent les murmures. « Le cercle se réveille, dit-il. Et ce tonnerre, ce n'était pas un avertissement. C'était un appel. » Les villageois écoutèrent en silence Gio leur rappeler une légende oubliée. Une règle transmise à voix basse, perdue dans le temps. Il dit: « Il y a bien longtemps, les esprits ont placé le cercle de pierre à Elacu pour juger ceux qui se moquent des cœurs purs. Ni par l'épée, ni par les hommes, mais par la vérité et ses conséquences. » Il marqua une pause, et tout le monde comprit de qui il parlait, Zénalie et le prince Calabaud. Les gens commencèrent à se souvenir de l'insulte sur la place du marché. Le rire de Calabaud. La façon dont il l'avait traitée de sorcière. Personne ne l'avait arrêté. Certains s'étaient même joints à lui. Mais maintenant, ils le regrettaient. La peur les enveloppait. D'autres signes suivirent. Les oiseaux qui imitaient autrefois les paroles cruelles de Calabaud tournoyaient maintenant en cercle au-dessus du palais. Ils lui répétaient son insulte encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'enferme dans sa chambre. Les poules cessèrent de pondre. Une étrange marque apparut sur le tambour royal, une marque que personne ne pouvait nettoyer. Chaque nuit, le tonnerre grondait à nouveau. Toujours pas une goutte de pluie. Les gens commencèrent à éviter le prince. Les marchands ne s'inclinaient plus à son passage. Les gardes royaux détournaient le regard lorsqu'il parlait. Même les jeunes filles du palais murmuraient des prières après avoir servi ses repas. C'était comme si le village tout entier retenait son souffle, attendant. Pendant ce temps, Zénalie restait calme. Chaque jour, elle marchait sans crainte devant les pierres, ses pieds effleurant doucement la terre. Aucun tonnerre ne la suivait. Aucun oiseau ne criait. Seul le silence. Et ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. Puis, un matin, les anciens se rassemblèrent à nouveau. Ils regardèrent vers les collines et acquiescèrent. Le cercle avait parlé non pas par des mots, mais par des signes, et la règle ancestrale était claire. Quand les esprits s'éveillent et que le tonnerre gronde sans pluie, celui qui s'est moqué de l'innocent doit être jugé. Et cette fois, personne ne pourrait l'arrêter. Le prince Calabaud ne pouvait plus dormir en paix. Chaque nuit, dès qu'il fermait les yeux, l'obscurité l'engloutissait. Non pas paisible, mais empli d'ombres qui bougeaient et murmuraient. Dans ses rêves, Zénalie apparaissait.
Mais elle n'était plus la pauvre fille du marché. Elle portait un tissu blanc flottant qui brillait dans l'obscurité. Ses yeux ne clignaient pas. Sa bouche restait immobile, mais les pierres autour d'elle murmuraient son nom. Il sifflait sans cesse. Kalabo! Kalabo! C'était comme si les pierres elles-mêmes étaient vivantes. Dans le rêve, les pierres l'encerclaient, se resserrant comme un nœud coulant. Quelle que soit sa vitesse de course, elle le suivait. Zénalie se tenait au centre, sans la poursuivre, sans se fâcher, juste à l'observer. Ce silence le hantait encore plus que les murmures. Il se réveillait trempé de sueur, le cœur battant comme des tambours de guerre. Chaque fois, il trouvait sa chambre plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Une nuit, il remarqua quelque chose par terre, une petite pierre posée près de son lit. Il la ramassa, confus. Elle n'était pas là auparavant. Il la jeta par la fenêtre, accusant l'un des serviteurs. Mais la nuit suivante, une autre pierre apparut. Cette fois, elle était sur son oreiller. Le prince s'impatienta. Il exigea que sa chambre soit nettoyée quotidiennement. Il cria sur les gardes, les accusant de leur jouer des tours. Personne ne comprit de quoi il parlait. Ils n'avaient vu aucune pierre. Ils chuchotaient entre eux, gardant leur distance. La peur s'insinuait dans le palais. Les rêves empiraient. Les pierres, dans son sommeil, se mirent à parler de plusieurs voix, de vieilles voix fêlées qui résonnèrent dans sa tête longtemps après son réveil. L'une dit, « Vous vous moquez de la vérité ». Une autre siffla, « Vous jugez l'innocent ». Et toujours, Zénalie se tenait immobile, le regardant tomber à genoux. La fièvre survint ensuite. Son corps brûlait comme s'il avait été jeté dans le feu. Aucune herbe ne l'aidait. Aucun guérisseur ne savait quoi faire. Il hurlait dans son sommeil, appelant Zénalie par son nom, suppliant les pierres d'arrêter. Mais chaque matin, une nouvelle pierre apparaissait sur sa chaise, dans ses bottes, et même dans son assiette. Il refusait de quitter sa chambre. Il arrêta de manger. Il couvrait ses miroirs, car son reflet montrait désormais Zénalie debout derrière lui. Mais lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. Les serviteurs parlaient à voix basse. Certains disaient que le prince était devenu fou. D'autres croyaient que le cercle de pierre l'avait maudit. La reine implora l'aide des anciens, mais ils se contentèrent de secouer la tête. Les esprits jugent en leur temps, dit l'ancienne Gio. Les yeux de Kalabo se creusèrent. Sa fierté se transforma en peur. Le prince autrefois arrogant n'était plus qu'une ombre tremblante, hanté par une jeune fille qu'il avait humiliée et par des pierres qui refusaient d'oublier. Il serrait sa couverture contre lui, murmurant, « Ce n'était qu'une plaisanterie, que des mots ». Mais à Elacu, où les esprits écoutaient et les pierres se souvenaient, les mots avaient du poids. Et Kalabo commençait à apprendre trop tard que les esprits n'oublient pas. Le jour de la cérémonie des vents arriva, un événement sacré qui se tenait tous les 5 ans au cercle des pierres. Les villageois se rassemblèrent, vêtus de robes et de perles colorées, leurs pieds frappant le sol tandis que les tambours résonnaient à travers Elacu. Mais cette fois, l'air était lourd. Le ciel était bas, gris et silencieux. Le prince Kalabo fut contraint d'y assister, pâle et tremblant, vêtu de robes royales qui pendaient librement sur sa silhouette amaigrie. Il marchait comme un fantôme, évitant tout regard. Sa mère murmurait des prières. Même le roi, encore affaibli par la maladie, restait assis en silence, observant. Alors que Kalabo entrait au centre du cercle, quelque chose d'étrange se produisit. Ses pieds s'immobilisèrent. Ses bras se raidirent. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Il était figé, prisonnier comme une statue. Des halètements emplirent l'air. Les villageois murmurèrent. Les anciens se levèrent, leurs vieux yeux écarquillés par la peur et la reconnaissance. L'ancien se fut leva son bâton et le frappa 3 fois contre la pierre. Les esprits ont appelé au jugement, dit-il, et le cercle a parlé. Sans attendre, l'ancien Tama se tourna vers les gardes et dit « Amenez la fille ». Des murmures coururent dans la foule. « Zénalie » demandèrent-ils. « Pourquoi elle ?» Quelques minutes plus tard, Zénalie entra. Elle portait un simple pagne blanc, le même qu'elle portait tous les jours. Mais alors qu'elle s'approchait du cercle, le vent se leva. La poussière tourbillonna autour de ses pieds. Les pierres, ces vieux rochers gris qui n'avaient pas bougé depuis des siècles, commencèrent à briller d'une douce lumière dorée. Personne ne parla. Même les oiseaux se turent point alors que Zénalie entrait dans le cercle. Les yeux de Kalabo s'écarquillèrent. Son corps, toujours figé, tremblait légèrement. Les rochers sous lui se mirent à bourdonner,
vibrant d'une étrange énergie. Zénalie le regarda calmement, sans colère ni fierté, juste en paix. La lueur de la pierre se répandit, les encerclant tous deux. Un par un, les anciens s'agenouillèrent. Elle porte la vérité, dit l'ancien se fut. Les esprits l'ont choisi. Soudain, un rayon de lumière jaillit de la plus grosse pierre derrière eux, s'élevant dans le ciel comme une flamme. Le tonnerre craqua non pas des nuages, mais de la terre elle-même. Puis la voix du vent retentit, claire, puissante et lourde de jugement. Il s'est moqué de l'innocent et a couvert de honte le pur. Le cercle voit tout. Le cercle parle maintenant. Le sol sous les pieds de Kalabo trembla. Il tomba à genoux non plus figé, mais incapable de se tenir debout. Des larmes coulèrent sur son visage. Sa voix se brisa lorsqu'il murmura « Pardonne-moi ». Mais Zénalie ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Les esprits avaient déjà répondu. L'aîné Tama s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Tu es protégée, mon enfant, dit-il. Tu n'as jamais été maudite. Tu as été choisie. » Sur ces mots, la lumière du cercle s'éteignit. Les pierres s'affaiblirent et le vent se calma. Mais personne n'oublierait jamais ce qu'il avait vu ce jour-là. Les esprits jugèrent un prince et exhumèrent le nom de l'orpheline qu'il avait autrefois qualifiée de sorcière. Alors que le vent se calmait après le jugement du cercle, les villageois restèrent figés, stupéfaits. Zénalie se tenait silencieuse au centre, son pagne blanc luisant faiblement à la dernière lueur des pierres. L'aîné s'approcha d'elle lentement, sentant que la suite allait se révéler. Zénalie, calme et posée, fouilla dans le petit sac en tissu noué autour de sa taille et en sortit un vieux parchemin bien roulé. Le parchemin était ancien, enveloppé d'un ruban rouge délavé et scellé d'un emblème doré que personne dans la foule n'avait jamais vu auparavant. Mais les anciens écarquillèrent les yeux en l'apercevant. L'aîné Tama s'avança et murmura « Ce sceau appartient à la reine Maliko ». Zénalie hocha lentement la tête. Sa voix était douce, mais elle résonna dans l'assemblée silencieuse. « Ceci m'a été donné par la femme qui m'a élevée. Elle m'a dit de ne l'ouvrir que lorsque le monde commencerait à parler. » Elle déroula le parchemin et commença à lire, les mains fermes. Les mots étaient écrits dans la langue royale, mais elle les traduisit avec soin. « À mon enfant bien-aimé, né de sang royal. Tu es la fille de la reine Malo, cousine du roi Falamu. En temps de danger, tu t'es cachée pour protéger ta vie. Tu n'es pas maudite. Tu es choisie. Les esprits te révéleront ta vérité le moment venu. D'ici là, vis humblement, et les vents te protégeront. » Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Certains se couvraient la bouche. D'autres tombaient à genoux. Séfu se tourna vers le roi Falamu, dont le corps faible tremblait alors qu'il tentait de se relever. « C'est vrai, murmura-t-il. Maliko a disparu avec son bébé lorsque des ennemis ont menacé le trône. Nous les croyions tous les deux perdus. » Kalabo, toujours à genoux, fixait Zénalie avec incrédulité. Ses yeux s'emplissaient de honte et de confusion. « Pendant tout ce temps, murmura-t-il, tu étais de sang royal. » Zénalie hocha la tête. Mais il n'y avait aucune fierté dans son expression, seulement une force tranquille. « Je n'en étais pas sûre, dit-elle. Mais je l'ai ressenti. Ni par le pouvoir, ni par le titre, mais par la paix. Même sous les moqueries, quelque chose me disait que je n'étais jamais seule. » L'aîné Tama prit le parchemin et l'examina attentivement. « Ceci est authentique, déclara-t-il. Le sceau, l'écriture, aucun doute. Zénalie est l'héritière légitime de la reine Maliko. Elle est de sang royal. » Soudain, tout prit sens pour le peuple d'Elku, l'étrange respect des animaux pour elle, la façon dont le vent tournait lorsqu'elle marchait, les esprits qui la protégeaient pendant la cruauté de Kalabo. Tout indiquait ce moment. Les villageois inclinèrent la tête, certains de honte, d'autres d'admiration. Même les oiseaux dans les arbres semblèrent s'immobiliser. Le roi Falamu leva faiblement la main. « Qu'elle soit honorée. Que le royaume sache qu'elle est l'une des nôtres. Non, elle est au-dessus de nous. » Mais Zénalie se contenta d'incliner humblement la tête. « Je n'ai jamais eu besoin d'une couronne, dit-elle. J'avais juste besoin de savoir qui j'étais. » Et maintenant, le monde entier savait. Après la révélation de la véritable lignée de Zénalie, l'air devint lourd d'impatience. Le prince Kalabo, toujours à genoux, tremblant, leva les yeux vers les pierres brillantes qui entouraient le cercle. Sa fierté avait volé en éclats, tout comme sa dignité. Il baissa la tête et implora grâce, la voix brisée. « Pardonnez-moi.
J'ai été aveuglé par l'arrogance. Je n'ai jamais voulu faire honte. Les anciens observèrent en silence le bourdonnement des pierres parlantes, anciennes et sages. Soudain, la plus grosse pierre du cercle se brisa. Une voix profonde et retentissante sembla provenir du cœur même de la terre, retentissant au-dessus de la foule silencieuse. L'innocent s'élèvera et l'orgueilleux tombera. La vérité sera la couronne portée et le mensonge dépouillé. Les pierres scintillèrent intensément, projetant une lumière dorée sur Zénalie, qui se tenait calme et posée. La voix continua. Zénalie, fille de la reine Maliko, tu es bénie par les esprits. Tu portes la vérité en toi. Kalabo, fils du roi Falamu, tu as été jugé indigne. La cruauté de ton cœur a brisé la confiance sacrée. Des cris de surprise résonnèrent lorsque les anciens s'avancèrent, ôtant symboliquement le manteau royal de Kalabo et le déposant au sol. Son titre fut retiré devant tout le village. Le visage du prince pâlit et des larmes coulèrent à flots. Les villageois chuchotèrent entre eux, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres choqués par ce changement radical de pouvoir. L'ancien Séfu leva son bâton et proclama. À partir de ce jour, Zénalie sera la gardienne de la vérité. Elle protégera l'honneur du royaume et dirigera avec la bénédiction de l'esprit. La foule éclata en acclamations et en applaudissements, les voix s'élevant avec joie et espoir. Kalabo resta à genoux, brisé et humilié. Le poids de ses erreurs pesait sur lui comme une montagne. Il comprit que le véritable pouvoir ne venait pas de l'arrogance ou des titres, mais de la bonté, de l'humilité et du respect. Zénalie, désormais couronnée d'une simple couronne de feuilles sacrées, ne souriait pas avec fierté. Au lieu de cela, elle a incliné la tête vers le peuple, promettant de servir avec honnêteté et compassion. Les esprits l'avaient choisie non seulement pour régner, mais aussi pour guérir les blessures du passé et rendre justice là où elle se faisait attendre depuis longtemps. Le cercle de pierre brilla une dernière fois, puis se tut. Le vent transporta les murmures du jugement de l'esprit bien au-delà d'Elku, rappelant à tous ceux qui l'entendaient que la cruauté et le mensonge ne restent jamais impunis et que la vérité trouve toujours le moyen de briller. À partir de ce jour, le royaume changea. Les villageois traitèrent Zénalie avec respect et amour. Et même Kalabo, désormais humilié, s'efforça d'obtenir le pardon. L'histoire des pierres parlantes et de l'humble orphelin devenu gardien de la vérité se répandit partout, inspirant les générations futures. Si jamais vous vous sentez jugé ou incompris, souvenez-vous de l'histoire de Zénalie, comment la bonté et la vérité peuvent transparaître même dans les moments les plus sombres. Peu importe ce que disent les autres, votre véritable valeur ne se définit jamais par leurs paroles, mais par la force et la bonté qui sont en vous. Zénalie a affronté la cruauté, l'humiliation et le doute. Pourtant, elle est restée humble, a aidé les autres et a fait confiance aux esprits de vérité. Finalement, sa patience et son courage ont apporté justice, honneur et paix, non seulement à elle-même, mais à tout son royaume. Cette histoire nous rappelle que la cruauté et l'arrogance ont toujours raison face à la bonté et à l'honnêteté. Elle nous apprend à rester debout même lorsque le monde tente de nous abattre, et à croire que la vérité trouvera toujours le moyen d'illuminer nos vies. Tout comme Zénalie, chacun de nous possède un pouvoir intérieur, celui de pardonner, de guérir et de s'élever. Si le parcours de Zénalie vous a touché, ne gardez pas cette histoire pour vous. Partagez-la avec vos proches afin qu'ils puissent eux aussi être inspirés par sa force silencieuse et la justice de l'esprit. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires puissantes du folklore africain qui nous apprennent des leçons de vie, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux et nous aide à faire connaître d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'avoir suivi et de croire au pouvoir de la vérité et de la bienveillance. Ensemble, répandons l'espoir et le courage partout dans le monde.